Bismillah, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter mon tout premier auteur sur le podcast d'écriture. Il s'agit de Thami Kamil, donc, qui est écrivain depuis quelques années déjà et qui continue son travail d'écriture pour notre plus grand plaisir. On espère qu'il va continuer à le faire demain encore, Inch'Allah. Thami Kamil, assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, c'est Abdullah, comment ça va? Ça va très très bien, alhamdoulilah, c'est un honneur de t'avoir parmi nous et j'espère que cet entretien sera riche et je ne doute pas qu'il sera riche d'enseignements pour tous nos auditeurs. Et on va commencer par la première question, la question Inch'Allah. bateau en introduction d'entretien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour ceux qui parmi nos auditeurs ne te connaîtraient pas? Bah, je m'appelle Camille, j'ai 44 ans, je suis père de 2 enfants et actuellement j'exerce le poste d'éducateur auprès de jeunes en difficulté, des Masha'Allah. ados. Un travail qui doit pas être facile tous les jours, j'imagine. Ouais, c'est pas facile, mais alhamdoulilah, il y a la passion, il y a l'envie et puis, c'est un public, qui est très intéressant, ça me permet d'apprendre. Il y a un côté très très sociologique dans cette activité, dans ce métier. Allahumma barik. Alors, On est tout le temps dans l'observation. quand j'ai annoncé l'entretien sur mon compte Instagram, j'ai demandé à mes followers s'ils avaient une question, à te poser. Plusieurs ont posé finalement la même question, donc je te la formule tout de suite. La question des auditeurs: qu'est-ce qui t'a amené, Samy Camille, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Est-ce que cela s'est fait par un genre de déclic, hein, comme ça? Ou est-ce que ça a été progressif, plusieurs étapes que tu as franchies dans ce, parcours d'écriture? Et n'hésite pas à prendre le temps pour nous expliquer tout ça, n'hésite pas à planter le décor. On est là pour ça, donc bismillah. Bismillah, ouais, c'est exactement ça. Il faut planter le décor parce que je suis arrivé à l'écriture, par, différentes, tribulations, c'était assez, compliqué. Il y a eu beaucoup d'hasard, en fait. J'étais pas prédestiné, à écrire parce que donc, je vais essayer de te la faire courte. C'est que moi, je suis un enfant de la télé. J'ai mes parents, je dis ça parce que j'ai mes parents qui mon père, il a pas été c'est pas un très grand lecteur, pas du tout même, et ma mère, c'était une lectrice, mais mes parents, ils ont divorcé à un âge où j'avais 8 ans. Donc j'ai très vite, au départ, j'ai vécu avec mon père et il m'a donné, sa passion de la télé, en fait. C'était quelqu'un qui regardait beaucoup de films, il était très, en fait, il a été baigné par le cinéma américain. Donc moi, là-bas, je suis un enfant de la télé et heu et mon parcours scolaire, il a été, très chaotique. Donc, à un certain moment, j'ai eu un décrochage scolaire et donc, j'étais pas très intéressé par, les seules lectures que je lisais, c'était les lectures qui étaient imposées par l'éducation nationale et même ça, c'était compliqué pour moi. Donc comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui était pas, inné en moi et à l'âge de 14-15, plutôt vers 16 ans, 17 ans, j'ai été pris de passion par la musique et dès que je me suis lancé, dans la musique, j'ai complètement, décroché et ça a duré plus de 10 ans et j'ai fait de la musique, je suis vraiment rentré dedans, j'étais dans la composition, de la musique assistée par ordinateur et j'étais, dedans pendant 12 ans à peu près, une dizaine d'années donc ça a été, ça a été vraiment, c'était comme si j'étais en apnée et j'ai pris des choses qui étaient positives dans la musique, c'est-à-dire que le côté positif dans la musique, c'est que, il y avait quelque chose entre parenthèses qui était lié à la création, c'est-à-dire que la création musicale, c'est-à-dire que tu partais de rien et tu aboutissais à un produit fini, à une musique et là tu déversais des émotions et il y avait un peu d'écriture parce que tu écrivais les paroles et puis tu étais dans de la composition et puis tu travaillais avec des gens. Dans les studios et tout ça et c'était une période, il y avait une certaine émotion. Où alhamdoulilah, j'ai eu la et à un moment donné, j'ai coupé court avec, ce monde de la musique. Là, je suis pas en train de te dire que c'est halal ou haram, mais en tout cas, moi, tout ce qui était autour de la musique, il y avait beaucoup de choses qui étaient néfastes et la musique, elle m'a pris il y a plus de 10 ans de ma vie et à ce moment-là, j'ai arrêté la musique. J'ai coupé court et à cette période-là, à partir de 25-26 ans, j'ai décidé de partir m'installer, d'aller vivre au Maroc et en parallèle, j'ai fait un peu de commerce.
façon, je faisais tout quand j'étais dans la musique, je vivais pas vraiment de la musique et puis je faisais beaucoup de boulot alimentaire, tu vois? Je travaillais dans la restauration, j'étais vendeur de vêtements, donc je touchais un petit peu à tout, pour, bah, combler le manque, financier et à partir de 25 ans, 26 ans, j'avais fait un petit peu d'économie, puis je me suis dit: «Je vais repartir vivre au Maroc» avec mon épouse, je venais juste de me marier. Je suis parti m'installer au Maroc et j'ai ouvert, une boutique de vêtements. Et quand j'ai ouvert cette boutique de vêtements, j'avais pas fait une très bonne, étude de marché vraisemblablement et j'étais dans un endroit, il y avait pas beaucoup de bah, j'avais pas de clients, c'était une époque un peu difficile, c'est une épreuve difficile et puis, j'avais pas de clients et j'avais toujours à côté de moi mon carnet de vente, enfin un petit bloc-notes. Il était toujours vide et puis une fois, j'ai pris un stylo et je m'ennuyais et puis, comme j'avais une connexion internet qui était très le débit était très faible, donc j'avais pas la possibilité de charger des vidéos ou perdre, mon temps en regardant YouTube ou être connecté sur des vidéos ou des blogs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à écrire et à ce moment-là, quand je me suis mis à écrire, je commençais à je voyais des gens passer, je faisais quelques petites descriptions et tout ça et ça arrivait comme ça, petit à petit. Mes après-midi, je commençais à écrire, à gratter un petit peu, sur le papier et j'ai eu pourquoi je te parlais de la musique, auparavant, c'est que j'ai eu à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, a eu un sentiment qui était presque, identique, même plus fort que quand j'étais pris par la passion de la musique et j'avais ce moment-là et j'écrivais et je ressentais une certaine ça me relaxait, c'était comme un exutoire, comme à l'époque de la musique et ça m'avait fait beaucoup de bien. Alhamdoulilah, et c'est là où je reviens sur cette parole, quand tu abandonnes quelque chose pour Allah, Allah il te la remplace par quelque chose de meilleur. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture. Tout comme ça c'est les premiers prémices. Puis après, je te raconterai, si tu veux, tout ce qui a emmené jusqu'à que je sorte mes romans. Masha'allah, c'est, une histoire très inspirante et surtout la conclusion que tu amènes qui est que lorsque tu abandonnes quelque chose pour Allah Azza wa Jal, bah, il te remplace quelque chose, par quelque chose d'encore meilleur et ce que tu dis aussi sur, comment dire? Sur, les émotions que l'on peut ressentir, l'effet multiplicateur que ça peut avoir, c'est quelque chose qui est observé depuis, des millénaires, depuis que les humains se posent la question de la fonction de l'art et de l'esthétique de l'art et de la création. Il y a quelque chose qui revient, c'est que ça nous permet aussi d'expurger nos émotions, ça nous permet comment dire? De mieux nous connaître, de nous mettre, devant, nos pensées, de pouvoir les coucher sur le papier ou dans d'autres formes d'art Exactement. et de se faire grandir et de faire grandir, sa communauté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur, heu, les premières choses que tu as écrites, un peu l'univers finalement de tes premières fictions? Quelles étaient tes premières sources d'inspiration? Qu'est-ce que tu écrivais en gros? Bah, la première chose alors, en parallèle, parce qu'il y a la lecture aussi qui est venue avec l'écriture. Et juste avant, il y avait la lecture qui commençait à arriver. Comme je te disais, je lisais pas. J'étais pas un grand lecteur, pas du tout même, à part quelques magazines qui étaient liés à la musique. Donc je lisais des magazines musicaux. Et une fois, j'avais vu vers les années quand j'étais un peu plus jeune, et d'ailleurs ça m'avait ramené à la religion, à la foi. J'avais vu le film de Spike Lee, Malcolm X. Mmh. Et ce film, il a eu un effet, mmh, un fort effet sur moi, car il a cristallisé beaucoup de choses en moi et ce film m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si je me suis identifié au personnage, mais en tout cas, il a eu un effet, très positif, salvateur chez moi et Malcolm X, il m'a apporté beaucoup de bien. Sa vie, elle m'a apporté beaucoup de bien et j'ai voulu, approfondir. Alors je me suis procuré, son autobiographie. J'étais au Maroc, je me rappelle très bien. J'étais parti dans une librairie, j'ai pu le trouver parce que c'est très difficile aujourd'hui, c'est très difficile de se le procurer, traduit en langue française et en plus une version qui est un peu biaisée. L'autobiographie de Malcolm X qu'il avait écrit en collaboration avec, Alex Haley, un auteur afro-américain, je pense que c'est son nom. Et quand je l'avais lu, j'ai aussi un effet aussi, ça m'a beaucoup pris.
très pris par l'émotion et c'était encore plus fort que le film. Et à partir de là, j'ai commencé à lire beaucoup d'autobiographies parce que c'était un un style de livre qui me convenait. Et après, je suis allé sur des romans, notamment L'étranger d'Albert Camus, et puis d'autres romans. Et puis voilà, j'ai commencé à lire de plus en plus. Et puis en parallèle, il y a l'écriture qui est arrivée. Et pour revenir à ta question, les premiers écrits où que je commençais à écrire sur mon calepin, j'avais j'ai commencé avec tout ce qui était autour de moi, quand j'étais assis devant mon bureau à la boutique, quelques clients, je les décrivais, je faisais des petites histoires. À côté, j'avais deux frères qui avaient, je les comparais à Laurel et Hardy, ils avaient une personnalité très jovial, très spécial. Rahmou, il y en a un qui est mort. Il Oui. réparait des motos de gens qui venaient. Et puis, c'était très joyeux. Il y en a un qui était un peu nerveux, un qui était qui était plus rigolo. Et puis, je commençais à les décrire, à en faire des petites histoires et tout ça. Puis, j'ai fait un blog. À un moment-là, je commençais à faire des blogs et puis créer des petites histoires, des petites nouvelles, tu vois, des petites nouvelles. Et à ce moment-là précis, une fois, j'avais la connaissance d'un professeur à la fac et il lisait mes nouvelles comme ça. Je lui dis: «Regarde, c'était un petit moment». Lui, il aimait la littérature et il a apprécié tout ça. Et une fois, il y a un de ses élèves qui est venu, qui lui a demandé, de lui faire un son élève, il était, aussi un élève à l'université. Il était aussi il était pigiste, il faisait des articles pour un journal en langue française dans la ville d'Agadir où j'étais. Et à ce moment précis là, à cette époque-là, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des journalistes en langue française. Et le professeur de la fac que je connaissais, qui appréciait mes petites nouvelles que je lançais sur un blog, c'était des blogs Skyrock à l'époque, c'était des blogs où on pouvait faire des articles, enfin des petites nouvelles, je pouvais écrire. Il lui a montré mon blog, il l'a lu, et il a fait appel à moi, et j'ai commencé tout de suite, hein, sans... C'est pour ça que je t'ai dit, moi je suis autodidacte, tu vois, j'ai pas fait d'études. Je me suis mis tout de suite dans le bain, j'avais mon appareil photo, et je commençais à faire des articles sur la ville d'Agadir. C'était un journal gratuit, hein, y a rien de, c'est un petit canard, hein, c'est pas quelque chose de... Mais il avait la particularité de sortir une fois par mois. C'était un journal mensuel parce qu'il était gratuit, il était pas mal, il était gros. Donc j'avais la possibilité de faire beaucoup d'articles. Et en plus, à cette époque-là, la boutique, je crois que j'avais même fermé la boutique à ce moment-là. Et ça me permet de gagner ma vie. Et puis voilà, je suis rentré en tant que journaliste et j'ai fini en tant que rédacteur en chef. Donc pendant cette période-là, et je crois que ça a duré 2 3 années, et pendant ces 3 années, je me suis formé à l'écriture. C'est là où je me suis formé à l'écriture et à l'observation aussi. J'ai beaucoup observé parce qu'il fallait trouver des articles qui soient accrocheurs pour que le public puisse adhérer au journal. Et le journal a eu un petit succès. Et voilà, c'est comme ça que je me suis formé, j'ai peaufiné mon écriture. Et puis voilà, puis à ce même moment-là, je commençais à écrire j'approfondissais aussi mon écriture, j'écrivais à côté des nouvelles, et jusqu'à que j'ai écrit mon premier roman, L'amitié avant tout. Voilà. C'est une magnifique histoire et puis ça montre aussi que les frontières, elles sont pas étanches entre les différentes formes d'écriture, entre, le journalisme, comme tu le dis si bien, le journalisme, c'est aussi une manière de captiver le lecteur et on sait bien que, Exactement. au 19e siècle, les comment dire? Les articles dans les grands journaux qui paraissaient quotidiennement, ils étaient souvent écrits, d'une main de maître et puis il y a aussi, comment dire? Le carrefour entre la littérature et le journalisme, c'est ce qu'on appelle le journalisme littéraire avec ses enquêtes que faisaient même de grands auteurs. Je pense à Hemingway, etc. Des Ouais, auteurs qui Ernest étaient des Hemingway. grands écrivains, Ouais. tout à fait, et qui étaient aussi d'excellents journalistes parce qu'ils avaient justement ce talent d'écriture qui leur permettait de captiver aussi bien les gens qui lisaient leurs romans que les gens qui lisaient les journaux. Donc en fait, ton école d'écriture, quelque part, ça a été le journalisme, on pourrait dire. Oui, puis, il y avait aussi les romans épistolaires de Balzac dans les différents journaux. À l'époque, ça se faisait. Tu sais, ils faisaient des petites chr le roman, ils l'étalaient sur plusieurs, chapitres, dans les journaux. Et exactement, c'est comme ça que je me suis formé. Je me suis formé directement avec, le public. C'est ça qui est magnifique. C'est que j'ai eu la chance, c'est pour ça que je te dis que c'est un concours de circonstances qui m'ont emmené à l'écriture. Moi, à la base, j'étais pas fait pour ça, j'étais pas prédestiné à ça. Mon proche environnement, mis à part ma mère, mais comme mes parents, ils étaient divorcés, et puis je suis tombé dans la musique pendant plus de 10 ans, et puis avec le décrochage scolaire, j'étais pas prédestiné à ça. Et
et je suis arrivé, tu vois, par des concours de circonstances, qui m'ont emmené à l'écriture. Puis je suis ça m'a permis, de, bah, de prolonger jusqu'à sortir mes romans. C'est très intéressant et c'est aussi intéressant qu'aujourd'hui on se retrouve avec une opportunité, les réseaux sociaux, hein, voilà, qu'on critique et à juste titre pour toute une série de dérives, mais qui ont aussi la comment dire? La qualité de nous avoir offert une plateforme. Via cette plateforme, on peut toucher beaucoup de gens de manière instantanée. On peut imaginer que, quelqu'un qui écrivait dans son calepin il y a 50 ans, il y a 70 ans, bah, pour savoir si ça plaisait, pour voir si pour savoir si ça allait toucher une audience, ben, c'était extrêmement difficile. C'était par le bouche à oreille, c'était lent. Aujourd'hui, via même quelque chose comme LinkedIn, hein, même via des réseaux qui se prêtent pas vraiment spécifiquement à l'écriture. Je pense pas qu'à Wattpad, qui est un réseau social d'écriture, même dans les réseaux sociaux comme Facebook et cetera, on peut en fait, jour après jour, publier, écrire et voir l'impact que ça a sur les gens, voir un petit peu, est-ce que ça touche une audience et donc l'école d'écriture aujourd'hui, ça peut se faire via plein de canaux, plein de réseaux sociaux et puis ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, ben, c'est qu'écrire, ça ouvre des opportunités. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une qualité qui, tôt ou tard, va toucher quelqu'un qui va pouvoir, voilà, comme dans ton cas, amener, à ce poste de journaliste et puis, au premier roman et puis, qui sait à d'autres projets. Donc, je pense que l'écriture aujourd'hui, c'est, une activité qui a encore toute sa place malgré ce qu'on dit avec l'intelligence artificielle et ton histoire le montre bien, d'autant plus que comme tu le dis, on va dire sociologiquement, tu étais pas, la personne qui était censée, être écrivain, être auteur, si on peut, comment dire? Si on peut regarder l'espace social comme étant des déterminismes parfois, on doit le reconnaître, la plupart des auteurs, des écrivains viennent d'une classe, sociale privilégiée. Souvent dans l'entourage, il y a des enseignants et cetera. En plus, toi, il me semble que tu souffres de dyslexie, est-ce que c'est juste? Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, j'ai pas été, diagnostiqué, mais, bien récemment. Puis moi, je suis marié à une prof et elle voit que j'ai tous les signes de la dyslexie et j'ai vraiment, moi, souffert parce qu'il y a des mots que je confonds. Même des fois, je stresse un petit peu. C'est très compliqué pour moi même d'écrire. Par exemple, pour écrire mon roman ou pour écrire mes articles, bah, je passe plus de temps qu'une personne lambda. Je mets beaucoup de temps parce que j'ai besoin de relire plusieurs fois le texte pour bien agencer les mots, pour bien agencer ma pensée et c'est difficile pour moi. C'est très complexe. Ma relation à l'écriture et à la lecture, beaucoup moins à la lecture maintenant, mais au départ, étant plus jeune, quand je lisais, je lisais et je comprenais pas. Il fallait que je relise plusieurs fois à maintes reprises pour comprendre le sens des textes. Et là, avec l'écriture, quand j'écris, eh ben ça, j'ai besoin de revenir plusieurs fois sur le texte et à avoir un temps. C'est-à-dire que j'écris, je laisse reposer, il faut que je revienne sur le texte pour, euh, pour bien agencer mes mots, mes phrases, mon paragraphe et mes chapitres. En tout cas, s'il y a une chose que ton histoire montre, c'est que personne ne devrait, avoir peur de prendre la plume. S'il a des choses à dire, s'il a des choses à écrire, s'il a quelque chose à Voilà. apporter à soi-même et à la communauté, il devrait sauter le pas parce que, bah, comme ton histoire le montre, les opportunités peuvent s'ouvrir. Allah Azza wa Jal peut ouvrir des portes là où Exactement. tu ne soupçonnais pas qu'il puisse y en avoir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de tes romans? J'allais dire de tes premiers romans parce que j'imagine que, Oui, comme tu en as écrit quand même déjà quelques-uns, les premiers ressemblent pas aux derniers. Donc est-ce que tu peux un peu oui. nous brosser le portrait de tes romans? Comment est-ce que ça a évolué finalement? Est-ce que tu es resté sur le même Ouais. sujet ou est-ce que tu as développé d'autres thématiques? OK. Donc, je vais te dire pourquoi moi déjà j'ai commencé à écrire des romans. Donc en fait, ça commençait par des petites nouvelles et après j'avais, grâce, à le petit impact que j'avais dans ce journal, j'avais ma page, Facebook, ma page personnelle Facebook que j'ai eue et des fois le journal il s'arrêtait pendant 2 3 mois. Ça arrivait en période estivale et tout ça, il arrêtait. Donc moi, j'avais besoin aussi d'écrire et j'avais besoin d'être toujours en contact avec, les lecteurs, la communauté, qui était, directement liée, au journal. Donc j'avais une page Facebook
Et un été où, je sais pas, j'ai commencé à écrire, bah, comme je te disais tout à l'heure, je m'étais inspiré des romans épistolaires des anciens romanciers. Leurs romans étaient diffusés par épisode dans les journaux à l'époque. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire la même chose. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire. Comme j'avais peur ou j'avais un manque de confiance en moi, je me suis dit, je vais écrire le roman avec le public. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc je me suis dit, je vais écrire chapitre par chapitre, je vais évoluer avec le lecteur pour voir si j'ai la capacité, ça va me donner du courage pour terminer le livre. Donc c'est comme si je me suis plongé je me suis plongé à l'eau, je me dis ça, il faut que je me lance. Alors j'avais commencé mon premier chapitre du roman L'amitié avant tout, qui s'intitulait avant Fêlure et amitié. Donc j'avais Mmh. commencé le premier chapitre, chaque 3 jours je faisais un chapitre. Et j'avais des retours. Ah, c'est bien, on veut que ça continue, vas-y, va au bout de. Alors, voilà, je l'ai écrit avec le public. C'est comme ça que j'ai écrit L'amitié avant tout. Je ne savais pas comment ça allait terminer, donc j'ai écrit ce livre comme ça. J'ai pris un sprint et je suis allé jusqu'au bout du livre et je l'ai écrit au bout. Après, c'est vrai qu'à partir du 15e, 16e, 17e chapitre, j'avais un manque d'inspiration, donc ça s'est arrêté un petit peu. Et 1 ou 2, 3 semaines plus tard, j'ai relancé un chapitre. Donc j'avais écrit ce premier roman comme ça, et il y a eu un petit retour positif. C'était pas énorme, hein, mais assez qui ça m'encourageait pour continuer. Et j'ai fait la même chose avec mon deuxième roman, Fils à papa. Je l'ai écrit Mmh. comme ça et j'avais pas trouvé de distributeur, je cherchais pas parce que j'habite à cette époque-là, j'habitais encore au Maroc et le marché du livre au Maroc, c'était compliqué de. Tu avais plus d'exposition en sortant ton livre via Facebook par épisode que de le sortir en édition parce que ce serait compliqué de le distribuer. Ça allait être tortueux. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup, c'est compliqué. Puis il faut aller à la capitale sur Rabat et j'y avais peut-être pas les connexions aussi. Alors à ce moment-là, quand j'ai fini le premier livre, le deuxième livre, je me suis dit ce que je vais faire pour le plaisir, je vais en sortir une centaine. Je vais éditer mon premier livre. C'était L'amitié avant tout, sous le nom par le passé de Fêlure et amitié. Je vais en éditer soit une centaine, 150. Je vais les mettre en vente juste pour le plaisir, les distribuer dans quelques librairies dans la région d'Agadir. Comme le journal y ressortait, ça me ferait une petite publicité. C'était juste pour dire, ah, j'ai été capable de sortir un roman. C'était une petite satisfaction personnelle. Mmh. Donc j'ai sorti ce livre-là, je l'ai vendu, j'en ai encore quelques-uns, et à ce moment-là précis, j'ai dû retourner. Je t'avais dit que mes parents ils étaient divorcés, j'avais déjà eu des enfants, hein, et puis j'étais avec mon épouse, et à ce moment-là, à cette période de ma vie, j'ai ma mère qui était pas très bien, qui était malade, et je me suis dit, et comme je suis son fils unique, je me suis dit, si je dois ça va être compliqué pour moi de repartir vivre au Maroc après 40 ans, repartir vivre en France. Je savais que, et ma mère, elle voulait pas s'installer au Maroc. Et j'avais tout fait, mais bon, ça lui convenait pas. Et donc je me suis dit, si je suis obligé d'être près de ma mère, donc il Mmh. faut que je parte maintenant, je reprenne mes affaires et je reparte en France parce que après 40 ans, ça va être compliqué de trouver du travail en France. Il faut que je retourne. Donc j'ai pris toutes mes affaires avec mon épouse, on est reparti, on a redémarré à zéro et je me suis retrouvé en France. Après, j'ai trouvé du travail en tant que responsable, je faisais de la média dans une structure en France. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, Bilal, Mmh. Thomas Sibyl, le responsable de la maison d'édition El Beina et Héritage. Et à cette époque-là, j'avais conscience déjà que passer par les maisons d'édition françaises, maisons d'édition, ça aurait été aussi très compliqué. Pourquoi? Parce que mes romans, qui étaient à la base destinés pour un public qui était large, moi j'écrivais mes romans pour tout le monde, mais la particularité de mes romans, c'est que je mettais comme personnages des personnages maghrébins ou voilà, des personnages de mon entourage musulmans et qui étaient des personnages qui étaient forts, et dans l'histoire, bah, ces personnages du musulman du quotidien, ils avaient quand même des rôles où ils s'affirmaient, où ils n'avaient pas honte d'être ce qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs qualités et leurs défauts, mais ils donnaient une bonne image et par rapport à mes idéaux. Et je savais très bien que par rapport à ce type de récit, les maisons d'édition
heu, qu'il y a actuellement serait ne c'est pas leur ligne éditoriale. Mmh. Parce que, comme tu peux le constater, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, tout ça, heu, la représentativité, peut-être un peu moins maintenant, mais la représentativité à l'époque où du musulman du quotidien, il est très, c'est très caricatural, très tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc à ce moment-là, donc c'était pour La Fêlure et Amitié, j'ai parlé avec le frère, il m'a dit: «Tu sais, il y a récemment, il y a le premier tome, de mon confrère Lia Chakal qui est sorti». C'était tout au début, hein, c'était aux prémices. Il me dit: «Voilà, son livre est sorti, ça commence à prendre, pour un public adolescent et peut-être sur, les romans pour des publics, adultes, c'est compliqué parce qu'il y en avait pas, à l'époque, il y en avait pas ou très peu, ou mais vraiment une niche». Il m'a dit: «Va sur le». En fait, je lui ai soumis Fêlure et Amitié. Comme ça, c'est un livre qui se passe dans un collège, avec, comme personnage des jeunes, collégiens. Il m'a dit: «Change de titre, refais une couverture et mets-le sur le, comment ça s'appelle? Pour un public d'adolescents. Ça Mmh. peut marcher parce que c'est le début». Il sentait, moi aussi je sentais qu'il y avait un marché, et c'est là où j'ai sorti mon 1er livre, mon premier roman en auto-édition, mais distribué par, El Beina, par, le frère, Thomas Sibyl, et c'est comme ça que ça a démarré. Mais à la base, j'avais pas prévu, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a beaucoup de circonstances, c'est les rencontres qui ont fait ça. J'avais pas prévu de toucher un public, de niche, un public de la communauté. Donc mes premiers romans, L'amitié avant tout, Fils à papa, et j'avais aussi fait un recueil de nouvelles, Route initiatique. Ces 3 premiers romans, c'était destiné, malgré qu'il y a tout le temps heu, un peu moins peut-être route initiatique, parce qu'à la fin des nouvelles, il y a une morale, de la tradition, des traditions de morale islamique. Mais ces 2 premiers romans, c'était pas destiné, à un public, précis. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. On voit aussi que, finalement, dans la communauté musulmane francophone qui est ici depuis déjà quand même, pas mal, de décennies, l'émergence de livres, de romans pour la jeunesse musulmane, elle est quand même assez tardive, notamment si on compare au monde anglo-saxon, et donc moi je suis pas étonné que, bah, tu y avais pas pensé au départ, quoi. Au départ, tu t'es dit: «J'écris, ben, pour tout le monde, pour ceux qui veulent bien me lire», et avec le climat qu'il y a en France notamment, avec la frilosité des maisons d'édition sur tout ce qui est étiqueté communautariste, ou tout ce qui représente, les banlieues d'une façon un peu plus, nuancée que ce qu'on retrouve dans Oui, le cinéma et cetera. Bah, finalement là, avec, le travail précurseur de Yeshkal et avec le travail de Bilal, donc Thomas Sibyl à El Beina, ça t'a ouvert une fenêtre d'opportunité, quand même, exactement. assez extraordinaire, quoi. Voilà, et puis après, ça y est, je me suis lancé, et puis ça a suivi, hein, après automatiquement ça a suivi. Peut-être il y a des gens qui avaient écrit, leurs livres, parce que moi, L'amitié avant tout et Fils à papa, je les avais écrits déjà quand j'étais au Maroc. Donc j'ai vu cette fenêtre et j'ai lancé mon premier, tu vois, le lapsus, premier album, mon premier roman, et après mon deuxième roman de suite, et j'ai enquillé avec, Route initiatique, parce que j'avais déjà ces trois manuscrits. Et après, quand je me suis installé, bah, je suis revenu en France, j'ai eu comme j'avais, un pas de recul, comme j'avais vécu pendant 12 ans au Maroc, et le fait de revenir en France, j'étais un nouvel observateur, j'observais mon environnement, et c'est là que ça m'a donné l'idée d'écrire Face au néant, qui est un livre qui est plus ancré par rapport à la société, en France, et le diptyque, Ilias, Un destin renversant, le tome 1, et puis le tome 2, Le retour. Oui, là, Voilà, c'est comme ça que on sent beaucoup plus des accents, sociaux, politiques, avec les thèmes voilà, de la dystopie, le thème de la ségrégation, ethno-religieuse, le thème du transhumanisme. Donc, il y a eu une évolution de tes centres d'intérêt, et est-ce qu'il y a eu aussi une évolution au niveau peut-être, du sens que tu donnais à la littérature? Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de tes idéaux et cetera. Quelle est ta vision de la littérature? Est-ce que c'est de l'art pour l'art? C'est censé être joli pour être joli? Ou est-ce que tu vois qu'il y a la littérature, elle joue aussi un moteur de valeurs, un moteur de messages puissant qui peut toucher, notamment des jeunes, mais pas que. bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis dans ce principe, mais même dans mon premier roman, L'amitié avant tout, f ex Fêlure et Amitié,
j'ai écrit par rapport à mon observation. Il y avait aussi, des idées, bien précises au départ. Même si j'étais écrit sous un flux et puis j'envoyais ça par épisode, sur ma page Facebook, il y avait une ligne directrice. Notamment, à ce moment-là où, j'écrivais ce livre, j'ai découvert, ou peut-être même un peu plus avant, et puis je l'avais mieux digéré avec le temps, j'avais découvert, le penseur algérien Malek Benabi, et Mmh. surtout sa pensée, qui a été, c'est pas sa principale pensée parce qu'il avait plusieurs, il a il a il avait plusieurs pensées, mais sa pensée sur la colonisabilité, son mode de pensée par rapport à ça, ses idées par rapport à ça, comment il a construit, son mode de réflexion, ça m'avait beaucoup touché parce que, quand moi j'ai vécu, comme mes parents ils avaient divorcé, j'ai vécu même dans ma jeunesse, j'ai vécu un peu en France, un peu au Maroc, et il y a une partie de ma vie au Maroc où j'étais, scolarisé dans un collège, même dans le primaire, dans une mission française. Ce sont des collèges qui étaient, après la colonisation, la France-Afrique, même avant avec, les bonnes sœurs, pendant la colonisation. En fait, c'était des écoles, après moi, à mon époque, c'était des écoles privées qui étaient destinées, aux Français, aux expatriés, et aussi entre parenthèses, à ceux qui avaient les moyens, à l'élite, marocaine qui vivait, dans la ville. Et il y avait à peu près toutes ces écoles dans les grandes villes marocaines, il y avait ces missions françaises. Et moi, j'étais, scolarisé dans ce type d'école, et à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que j'étais à l'intérieur de cette structure, donc je réalisais pas vraiment, mais il y avait, toute la réflexion de Malek Benabi par rapport à la colonisabilité. Je vais pas développer ça, mais cette ligne de directrice de sa pensée, je l'ai remarqué avec du recul qu'elle était, on était imprégné de ça, nous, de cette colonisabilité dans cette école, parce que, la façon dont on nous donnait le savoir, et il y avait beaucoup de, comment dire, c'était très imprégné d'une certaine pensée, et naïvement, nous, on consommait ce savoir, et qui des fois, était, contre-productif par rapport, à nos idéaux. Super Tout en tout intéressant. en tout en disant, pardon, excuse-moi de te couper, que dans cette D'accord. école, j'étais bien, et il y avait un truc, la chose positive que je relève de cette éducation, c'est que on était dans une école où il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens, et que ça se passait bien. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que nous, en tant que, heu, musulmans dans un pays musulman, et ben, on nous faisait, on était comme des on par des c'était très subtil, hein, mais c'est comme si on avait honte d'être arabe, comme si on était inférieur, et là, on rentre dans la colonisabilité de Malek Benabi, et dans ce livre, bah, j'évoque ça. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, même c'est une histoire, il y a une intrigue, il y a des personnages, il y a du suspense, mais il y a comme il y a plusieurs niveaux de lecture, et bah, il y a ce niveau de lecture où je parle de la colonisabilité, et puis j'essaie de le matérialiser à travers, ce roman. C'est intéressant parce que, je pense qu'une des raisons pour lesquelles effectivement il y a cette colonisabilité, c'est-à-dire pour les auditeurs qui sont moins, connaisseurs de l'œuvre de Malik Benabi, la colonisabilité, c'est l'idée que pour être, colonisé, il faut être colonisable. Il faut avoir toute une Voilà, série de dispositions mentales, symboliques, psychologiques qui fait qu'on est colonisable. On n'est pas uniquement colonisable parce que, je sais pas moi, on serait pauvre, on n'aurait pas beaucoup de moyens techniques et ou la cetera. répression militaire. Non, il y a pas que ça. Voilà, c'est aussi une disposition de l'esprit, et ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte aussi que, heu, bah, la violence coloniale, c'est aussi une violence qui n'est pas que militaire, qui est aussi au niveau symbolique et notamment au niveau de la littérature. On le voit avec l'orientalisme notamment. Dans la littérature du Exactement. 19e siècle, l'Orient est figé, c'est-à-dire que la façon dont, je sais pas moi, Flaubert ou d'autres auteurs, écrivent à propos de l'Orient, on voit bien qu'ils le dominent symboliquement. Ils se permettent de le décrire comme un monde passif, un monde fait à la fois de violence, de paresse, de langueur, figé dans l'histoire, qui n'amène rien, tandis que l'Occident, lui, il est conquérant et ses valeurs rayonnent sur le monde. Et
Et c'est intéressant de voir que, écrire permet également, finalement, de reprendre la main sur notre destin, bi'idhnillah, puisque nous sommes les auteurs d'intrigues, nous sommes ceux qui développons des valeurs, nous sommes ceux qui distribuons à nos personnages des rôles, et ça permet aussi finalement de créer ce qu'on appellerait un soft power. C'est peut-être un peu encore un peu trop tôt, mais une littérature écrite par des musulmans qui aussi reflètent nos valeurs, ce sera peut-être au départ lu que par des musulmans, par la communauté, mais ce sera peut-être, binillah, destiné à être lu par d'autres gens, d'autres personnes, d'autres communautés qui seront touchées par notre manière de voir le monde. Tout comme moi, lorsque j'étais ado, je disais, je sais pas moi, la comté de Ségur, parce que c'est quand tu es ado, que tu lis le français, tu n'as pas vraiment beaucoup le choix. Et dans cette littérature, il y a des valeurs catholiques, du respect de la famille, du respect de la charité, de la générosité, qui m'ont touché, mais qui démontraient aussi que la France, ben, elle était la force littéraire, la force symbolique, celle qui dominait les autres. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, et notamment grâce à des précurseurs comme toi, comme Yashkal, C'est etc., gentil. on a des auteurs qui développent leur propre manière de voir et qui n'ont pas besoin du monde éditorial, comment dire, du monde éditorial francophone, français, des réseaux de distribution français. C'est difficile, ça entraîne plein de contraintes. Ah oui, D'ailleurs, j'en profite pour poser la question, du coup, parce qu'il y a tout l'aspect un peu littéraire, symbolique, l'aspect des messages dans les livres, mais au niveau technique, comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre lorsqu'on est voilà, musulman, qu'on est un peu inséré dans le paysage communautaire éditorial musulman communautaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de Gallimard et d'Albin Michel? Comment est-ce qu'on fait pour faire une maquette, pour corriger son livre, pour trouver un graphiste, pour trouver un distributeur? Comment est-ce que ça marche au point de vue technique? Et notamment, ça intéressera, je pense, certains de nos auditeurs qui veulent aussi se lancer, qui ont la plume qui les démange, mais qui aussi sont un peu pétrifiés par toutes ces questions un peu techniques, financières, etc. OK. Moi, je vais parler de mon expérience et de mes observations parce que j'ai la possibilité, je vois ce qui se passe, ce qui sort et puis, je suis ami avec, le frère Thomas Sibyl et puis lui il distribue tous ces nouveaux romans qui arrivent sur le marché. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est très facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, il est demandeur. Donc le plus important, c'est d'écrire Mhm. et de finir son manuscrit. Quand on a écrit, on a fini son manuscrit, on a déjà fait 90 du travail. Après, il y a la couverture. Après, donc bien sûr, pardon, il y a les alpha lecteurs, c'est-à-dire, vous faites lire ça à vos proches. Après, il y a la correction, donc la grammaire. Donc c'est mieux de passer par un professionnel. Moi, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui me corrige, mais normalement, dans des grandes maisons d'édition, il y a plusieurs correcteurs et il y a aussi, c'est bien aussi si vous avez la possibilité de passer par, moi, je ne l'ai pas fait sur mes premiers romans, mais sur mon diptyque, je suis passé par, moi, comme je vous ai dit, je suis arrivé par l'écriture, par hasard, par effraction, je suis rentré par la fenêtre dans cette maison de l'écriture. Mais il y a des personnes qui ont, des techniques, il y a des personnes qui savent, qui voient votre potentiel et qui ont la capacité de le traduire et de voir les défauts qu'on peut avoir, notamment, dans la construction des personnages, dans les dialogues. Eux, ils ont ce background, ils ont étudié, ils ont les techniques, ils sont passés par l'université, ils ont tout ce bagage en tout cas moi, ça m'a permis de vite progresser et d'être dans des standards, dans les clous. Parce que quand même, on peut pas faire ce qu'on veut, même si la définition de l'art, c'est de faire ce qu'on veut avec les moyens qu'on a et essayer de sortir quelque chose. Mais il y a quand même des garde-fous. On peut pas, parce qu'il y a des techniques qu'il faut respecter. Et moi, je suis passé par toi, par Abdallah Boudami, et on te connaît à travers Critérium et puis à travers ton travail. Euh, Moi, je t'ai vu quand tu es arrivé enfin, quand j'ai vu ton travail, j'ai tout de suite vu que tu avais tout ce bagage euh, intellectuel, toutes ces techniques, et puis on s'est connus par Instagram, et la première chose que j'ai fait, quand j'ai vu que tu avais tout ce que je n'avais pas,
Et je me suis dit, «Ce serait bien de lui soumettre, mes écrits sur mon nouveau roman». Donc déjà, on se connaissait un petit peu, on échangeait à travers, nos nos messages et je suis passé par toi. Je me suis dit sur, Ilia, j'ai envie de passer par lui pour, progresser parce qu'on est toujours en quête de progression et bah, j'ai été, agréablement, surpris, de tes recommandations et puis ça m'a permis de progresser. Bah, ça a été un honneur pour moi. Ça a été un honneur pour moi. Lorsque j'ai lancé l'aventure, écriture, je savais que ce serait dans l'écriture que j'ai envie de déployer mes talents parce que enfin mes talents, c'est bien présomptueux, mais en tout cas, c'est là où je sens que j'ai quelque chose, à apporter. Et écriture, notamment le compte Instagram, m'a permis, comment dire? De connaître des opportunités que j'aurais pas soupçonnées, notamment, le poste, d'enseignant en littérature francophone dans un institut de sciences islamiques, en ligne, mais également celui de bêta lecteur. Donc tout à l'heure, tu as parlé des alpha lecteurs, ce sont des gens qui, dans ton entourage, lisent un petit peu les premières moutures et permettent un petit peu Oui. d'orienter dans la bonne direction Ah pour moi, pas c'est mon partir dans une épouse mauvaise et direction. mes enfants. Ah bah, Voilà, c'est ça. Moi, c'est machallah. mon épouse et mes enfants qui vraiment qui m'accompagnent. C'est-à-dire que moi, j'écris avec, j'ai beaucoup au moment de la du process, j'ai beaucoup de doutes. Je doute énormément, je me remets c'est une comme je t'ai dit, c'est une épreuve, difficile. Moi, j'écris pas dans il y a un moment où quand j'ai fini le chapitre, et je suis satisfait, il y a ce moment au moment de l'écriture, des fois, il y a comme je t'ai dit, il y a une certaine satisfaction, mais en règle générale, j'écris avec beaucoup de peine et puis je doute beaucoup et c'est, en faisant, lire à mes proches et qui m'encouragent et puis je peaufine pour arriver à un produit terminé, quoi. Bah, on le voit notamment si on écoute un petit peu les témoignages des grands auteurs, des auteurs qui vendent à millions. Par exemple, je pense à Bernard Werber, par exemple, qui a fait plusieurs best-sellers. Quand on prend le temps de les écouter, ça démystifie aussi le cliché, qu'on connaît beaucoup en France notamment, de l'artiste un peu solitaire qui crée un petit peu comme un demi-dieu, hein. Il n'est pas de la même chair, de la même substance que les humains et il est, connecté aux idées et il pond une œuvre magistrale. Lorsqu'on écoute par exemple Bernard Werber, il fait 10 à 12 jets du même roman qui est parfois sévèrement critiqué par son éditeur, qui parfois lui dit non, ce que tu fais est mauvais. Et il parle aussi de ses doutes, de ses souffrances, il parle aussi du fait que parfois il a l'impression qu'il tient une bonne idée dans son entourage, on lit, on dit ben c'est pas si terrible. Tout ça, voilà, ça permet aussi de démystifier et de dire que ça fait partie de l'œuvre créatrice que d'être traversé par des doutes, etc. Mais en tout Et cas, en ça montre plus aussi que ouais, dis-moi? ce que je voulais dire, c'est que quand tu as fini un chapitre ou quand tu as fini un livre, c'est pas gagné que ton prochain livre, il soit bien. C'est-à-dire que c'est comme un en fait, un écrivain, il est comme un boxeur. À chaque round, c'est chaque, chapitre et ben, il revient, sur le ring et c'est pas dit qu'il tombe pas KO et même quand il tombe, il faut qu'il se relève. C'est vraiment, Tout à fait, c'est ouais. vraiment j'ai cette symbolique du boxeur. C'est que tu peux être champion du monde et le lendemain, te faire battre par un challenger et perdre, la couronne. La ceinture, pardon. C'est vraiment, l'écriture, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, en fait. Tu peux faire sortir des best-sellers et d'ailleurs, c'est jamais bon de sortir un best-seller au début de carrière parce qu'après c'est compliqué d'enquiller et c'est bien de progresser petit à petit. Moi, c'est parce que des fois, il y a des auteurs quand ils bah, je sais pas si tu connais John Fitzgerald Scott, Scott Fitzgerald, celui qui Oui. avait écrit, Gatsby le Magnifique. Il avait Mmh. écrit d'abord un premier livre qui avait cartonné, qui avait super bien marché et après, il est tombé, bon, il buvait déjà, mais il était dans l'alcoolisme. Il avait du mal à sortir un livre qui fonctionne et qui plaise. Il a souffert de ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui sortent un premier livre où ça marche super bien et après ils essaient de même mettre les mêmes ingrédients et ça fonctionne pas. Le public n'adhère pas ou adhère quand il est mort et puis il a un succès. Par exemple, Gatsby, le Magnifique, bah, ce livre, je crois qu'il a beaucoup plus marché après sa mort et voilà donc c'est compliqué des fois de rencontrer le succès au moment où tu sors ton livre et c'est ça la beauté aussi de l'écriture, des romans, c'est que des fois, tu rencontres pas ton public à une date T et après ta mort et bah, ton livre, il fonctionne. Oui, c'est des parcours très différents
et entre les auteurs et les écrivains et effectivement, il y a quelque part, parfois, comment dire? C'est parfois une malédiction, comme tu dis, de commencer par un best-seller. On a un Voilà. cas vraiment cliché avec, J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, qui a essayé d'écrire autre chose, mais qui n'arrivera jamais finalement au succès de ses premiers livres. Et puis quand on Ouais, parle bah, elle du a fait des syndrome pseudos. Elle a fait mmh. des pseudos. Je pense elle a pris des pseudos pour sortir d'autres livres. Et puis ça a pas fonctionné. Mais je crois que ça redémarre pour elle, non? Il y a eu des livres qui ont marché, non? Bah, c'est-à-dire que quand tu as un livre qui se vend, à littéralement des dizaines de millions Ouais. d'exemplaires, c'est difficile de pouvoir marquer les esprits à nouveau. Tandis que, par ailleurs, il y a des, parcours d'écrivains beaucoup plus classiques où ça commence par, des petits concours littéraires, des petites nouvelles par-ci par-là et puis un livre qui se fait un peu plus remarquer et cetera et donc il y a une progression linéaire qui est beaucoup plus on va dire peut-être beaucoup plus sécurisante, mais ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est pas uniquement, et tu l'as bien expliqué, c'est pas uniquement de se retrouver devant son ordinateur ou son calepin et de pas savoir quoi écrire, d'avoir peur de ne pas avoir assez d'inspiration, mais c'est surtout le fait de rebondir après un travail quand on sait à quel point il est long et à quel point il est aléatoire. Le succès du public est complètement aléatoire, le succès financier est complètement aléatoire. Et donc, effectivement, ce syndrome de la page blanche et aussi, ben, du coup, toute la question de la santé mentale dans ce genre d'aventure, toutes les aventures autour de la création, de la créativité, Ouais, c'est etc. dur. Ouais, ouais. C'est pas facile pour, Ouais. au niveau du mental. Mais certains auteurs gagnent très bien leur vie et peuvent se consoler avec ça. Et donc, ce qui me pousse à te poser la question, est-ce que toi, Tammy Camille, tu es devenu riche avec tes livres? Est-ce que tu vis de ta plume? Ouah, je suis devenu riche en je non, non, non. Alhamdoulilah, déjà, j'ai la possibilité de m'exprimer et de toucher un public et de même si je fais de c'est de édition, mais j'ai la Mhm. possibilité d'être distribué. Donc déjà, alhamdoulilah, c'est mon sixième roman et à chaque fois, je peux sortir un roman. Donc ça, c'est une petite victoire. Je vais pas te mentir, hein, on va être sincère. Moi, je me suis dit, j'aimerais bien être auteur. Quand j'ai sorti mon premier livre, je me suis dit, Inch'Allah, je vais vivre de mon écriture. J'ai très vite eu une désillusion et j'ai vite compris que c'était compliqué de vivre de sa plume, surtout quand tu as un public de niche. Maintenant, ça commence à prendre, c'est-à-dire que le public s'étoffe, ça s'élargit, mais en tout cas, pour moi, personne, je, je, ça me permet de continuer de sortir mes livres et d'avoir quelques vacances, tu vois, d'avoir un petit peu, mais je peux pas à quitter mon travail et de vivre de ma plume. Non, non, c'est Je pas, comprends je bien. suis encore En tout cas, loin on te souhaite, de ça. ah bi'idhnillah, on ne sait pas ce que l'avenir te réserve, mais en tout cas, Oui, oui, bien c'est vrai sûr. que c'est déjà bien d'avoir, la possibilité finalement de rentrer dans tes frais. C'est-à-dire de ne pas perdre, Voilà, d'argent, d'être, en équilibre, financier. Parce que c'est une bonne base quoi, voilà, voilà, voilà. ça peut augurer d'un avenir, radieux, mais bon, de toute façon, comme Mais après, ça on le peut sait démarrer tous vite, hein. Ça peut démarrer vite, hein. Il suffit que, vous savez, il suffit qu'un influenceur parle du livre et qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne, et puis, ou il suffit que j'écris le bon livre. Peut-être mes livres ne sont pas encore, ne touchent pas un large public, ou ça peut-être ça va démarrer plus tard, on ne sait pas. Et s'il y a un livre qui, combien il y a de musulmans en France? Combien de potentiels lecteurs? On est combien? plusieurs millions, je pense. Plusieurs millions, avec la Ouais, Belgique et tous les pays francophones. exactement, ouais, ouais. Et on peut pas avoir 100 000 ou 50 000 lecteurs. Bah, si tu as déjà fait 50 000 ventes, c'est énorme. Allez, que tu fais 5 000 ventes, 6 000 ventes par an, c'est déjà pas mal. C'est pas énorme, mais ça peut mettre, comment on dit, du beurre dans les épinards. Mais, Ouais, euh, ouais. mais Mais pour en tout l'instant, cas, moi, on je peut suis pas dans pas ça. Loin de ce là. ce ce qui à mon avis va se passer dans les prochaines années, wallahu a'lam, hein, mais c'est un peu comme ce qu'on a vu notamment dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire que toi, ton travail, le travail de Lies Shekel et d'autres auteurs et beaucoup d'autrices, hein, parce qu'il y a beaucoup de sœurs quand Oui, même oui, qui oui, prennent la plume, ça là, va chaque semaine, chaque mois, je vois des nouveaux romans sortir voilà. et c'est très agréable. Ça crée déjà maintenant, on va dans les étagères des librairies, tu Mmh. verras un rayon roman. C'est magnifique, ça, à C'est mon époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. voilà, en 10 ans, on a vu pas mal de progrès et donc il est probable que dans les 10 prochaines années, il y a un écosystème éditorial musulman qui s'installe avec vraiment des éditeurs.
spécialisés notamment dans la fiction, jeunesse, ados, adultes. Et donc, je pense que tu auras une place, inch'Allah, privilégiée parce que tu fais partie des précurseurs, masha'Allah. Barakallahu Alors, fik, il y a j'espère une en tout cas. question qu'on pose aussi souvent, hein, les auditeurs adorent ce genre de questions, c'est la question un petit peu de la routine. Est-ce que tu as une routine d'écrivain? Est-ce que tu as des heures auxquelles tu écris plus souvent que d'autres? Est-ce que tu as une préférence entre l'ordinateur, entre le calepin? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de cette fameuse routine de l'écrivain? En tout cas, ma routine, je ne sais pas si elle est bonne à conseiller parce qu'elle est très, liée à ma personne, à comme je t'ai dit, à mes craintes, à mes peurs, à ma dyslexie, heu, à ma façon d'aborder l'écriture. Donc moi et à mon temps de concentration parce que j'ai en réalité, j'ai pas une je suis pas dans la capacité à m'asseoir devant mon ordinateur et faire un flux d'écriture et d'aller, allez, je me réveille à 8 heures du matin jusqu'à midi et je reprends à 14 heures ou l'après-midi. Moi, j'écris pas de cette manière-là. C'est, Mmh. comme à mon avis, de nombreux autodidactes, nous, on prend les choses à l'envers ou je sais pas comment on les prend au milieu ou, heu j'aime bien, avoir cette image. C'est cette image, je sais pas, quand tu te grattes l'oreille, il y a des gens qui tournent toute la main pour aller de l'autre côté avec son je sais pas si tu arrives à imager de se gratter l'oreille avec, l'autre Ouais. main au lieu d'aller directement. Donc moi, c'est un peu comme ça. Moi, j'écris déjà avec mon smartphone. Je suis dans le métro ou, même des fois, dans le salon avec ma famille et mes enfants ou bien, dans un parc ou même des fois, à côté de mon téléphone ou dans la nuit, j'ai une petite idée et j'écris d'abord sous, mon application Notes. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, c'est comme un combat de boxe. Au début, je suis un petit peu dans l'hésitation, quand j'entame un chapitre donc j'appréhende la feuille blanche pour appréhender au mieux la feuille blanche, je commence sur mon application, les c'est tout, c'est un peu plus petit, j'écris les premières lignes, le tout premier paragraphe, après j'enquille sur un deuxième paragraphe et je vois qu'il commence à se dessiner le chapitre et dès que je vois que ça commence, avec mes va-et-vient, comme je te disais, comme j'ai un peu de, difficulté à écrire, donc j'ai besoin de revenir à chaque fois sur le texte avec un œil nouveau. Donc j'arrête au bout de 10 lignes, 8 lignes, j'arrête et 1 heure plus tard, je reviens, je repars comme un combat de boxe. Je donne un uppercut, je reviens en arrière et je vois ce que j'écris et quand je vois que c'est assez dense pour le chapitre, j'envoie ma note sur mon ordinateur et là, je suis plus en confiance parce qu'il y a plus la page blanche et je rédige, je finis mon chapitre ou j'agence mon chapitre sur mon ordinateur et quand j'ai fini mon chapitre, j'attends, je le relis et quand je suis sûr que mon chapitre, est bien, je passe à l'autre chapitre. Je suis pas le type, d'auteur qui réécrit plusieurs fois le livre ou qui revient en arrière. Quand je suis satisfait de mon chapitre, c'est pour ça que mon chapitre, avant d'écrire un chapitre, en plus je fais des chapitres très courts, j'essaye de que mon chapitre, il soit ça y est, je suis satisfait à 100 pour passer à un autre chapitre. Voilà. C'est toujours, intéressant d'avoir un petit peu le retour des auteurs parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de façons d'écrire et de faire et de rédiger qu'il y a d'auteurs et d'écrivains, machallah. Alors, une petite question, également très attendue généralement dans ce genre d'émission. Est-ce que tu as un livre ou 2, on va dire, que tu aurais lu récemment ou pas, hein, qui t'ont particulièrement marqué et dont tu voudrais parler ou que tu voudrais, conseiller? Donc, il y a un livre qui m'a touché, qui m'a emmené à l'écriture, de mes 2 derniers livres, Ilias. C'est le Manifeste des chimpanzés du futur. Comme je t'avais dit qu'au début, c'est une idée, c'est une pulsion, c'est un constat qui me font qui m'amène à débuter un roman. Et le Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, cette idéologie-là, c'est quelque chose qui m'a alerté, tout ce qui est lié au transhumanisme, au posthumanisme, à la robotisation de la société, à l'intelligence artificielle, c'était des sujets qui m'ont, pris, qui m'ont vraiment que j'ai eu un c'est quelque chose qui m'a alerté. Après j'ai fait d'autres lectures et j'ai regardé des émissions sur des podcasts YouTube et tout ça et c'est à partir de là que j'ai écrit, mon roman,
Ilias. J'ai essayé de comment ça s'appelle? De vulgariser tout ça en faisant une histoire, à travers, ce diptyque. OK. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, c'est souvent des livres, qui me touchent profondément, qui m'emmènent à l'écriture. Là, en ce moment, je suis en train de lire, la Sira du prophète et je crois qu'elle a un succès et elle marche très bien, c'est ce que j'ai eu C'est comme la retour. la 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 sira qui a été La traduite chez Muslim City, qui a été écrite par, o Cheikh Yasser Qadi, c'est ça? voilà, donc je suis sur ça et je suis sur un j'ai démarré, je suis pas encore, Hergé, Omerta El Hori, c'est un auteur de polar. Heu, je suis sur ça, voilà. Ah, OK, Voilà. super. Voilà ce que je lis en ce moment. Mashallah. On ira voir un petit peu de ce côté-là. Et alors, pour conclure peut-être avec, une question sur les conseils que tu aurais, à prodiguer à ceux qui sont dans l'écriture ou qui veulent se lancer dans l'écriture. Est-ce que tu aurais un conseil, à leur donner? Bah, de commencer. Voilà, de se jeter à l'eau et ne pas avoir peur, de prendre la tasse. Il faut y aller, Mashallah. il faut se lancer et et puis voilà, et puis c'est tout. Comme je t'ai dit, le quand tu me parlais de comment on fait pour distribuer, comment le 90 du travail, c'est ton manuscrit. Donc tant que tu as pas fini ton manuscrit, faut pas penser à autre chose. Essaie d'avoir une histoire qui puisse tenir la route, et que tu aies l'envie de l'écrire aussi, parce que c'est en ayant l'envie d'écrire et qui t'amènera à avoir, qui te permettra de terminer le livre. Parce que si tu as pas l'envie au départ et tu crois pas en à ton histoire, à ce que tu vas aborder, les thèmes et tes personnages, si tu crois pas en tes personnages, ça va être difficile pour toi de finir ton roman parce que c'est un processus, c'est une course de fond, hein, d'écrire un roman. Donc il faut vraiment, te préparer à transpirer et heu et aménager ta monture. Ah, voilà, vous avez entendu, chers auditeurs, chères auditrices, le conseil de Tammy Camille. Si vous avez quelque chose, un projet en tête, si la plume vous démange, lancez-vous, lancez-vous. On a besoin dans la communauté, d'écrivains, d'auteurs, de personnes qui vont pouvoir un petit peu, heu apporter leur pierre à l'édifice, parce qu'une communauté, je pense à la communauté, musulmane, ce n'est pas que, des ingénieurs ou des médecins ou des sportifs, et cetera. Il y a plusieurs aspects, pour construire une communauté, et l'aspect, littéraire, culturel est aussi important, voire un des plus importants, parce que c'est ce qui va aussi permettre de souder autour d'un imaginaire commun. D'ailleurs, moi-même, je suis dans un projet de roman que j'ai commencé, et une des raisons pour lesquelles je lance l'écriture aussi, c'est aussi pour, documenter un petit peu, cette aventure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, à suivre les prochains, épisodes de podcast, mais également à me suivre sur les réseaux, afin d'en découvrir un peu plus sur ce parcours. Famille Camille, barakallahu fik, merci pour tout. Merci, C'était Wafik vraiment très Baraka. intéressant. Est-ce que, Merci à il toi y de a un m'avoir réseau? invité. Ah, c'est, le plaisir est tout partagé. Est-ce qu'il y a un réseau sur lequel on peut peut-être te contacter ou trouver les informations, les Sur dernières Instagram, informations? allez sur Instagram, Tammy Camille et c'est là où je communique le plus, voilà. Je mettrai le lien en description. Qu'Allah vous Voilà. préserve, ce fut un vrai plaisir, et j'espère vous voir pour de prochaines aventures. En attendant, n'hésitez pas, lancez-vous dans l'écriture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam.